aujourd'hui, c'est un petit débat, une petite discussion. La dernière fois, nous avions parlé de ce que sera, grosso modo, les grandes recettes et de quelle doit être la manière pas catastrophée de se positionner avec un esprit quelque part, un arc futuriste. Et maintenant, bon, toute la planète est plus ou moins hypnotisée par ce qui se passe aux États-Unis. Je comprends bien que les États-Unis, c'est très important, mais je pense aussi qu'il y a quand même un phénomène de transfert psychologique assez particulier. Les gens ont oublié, nous sommes tellement américanisés qu'on oublie que nous ne sommes pas américains. Donc, il y a tout un élément de participation, de mobilisation presque globale dans une espèce de guerre entre les Horaces et les Curiaces, entre les gens qui tiennent pour Trump et les gens qui ne tiennent pas pour Trump. Alors, évidemment, ce n'est pas pareil. On verra pourquoi ce n'est pas pareil. Mais ceci étant dit, c'est quand même bizarre. Je veux dire que je suis étonné par certaines réactions. Par exemple, je suis étonné par l'étonnement sur le fait que les élections aux États-Unis aient été probablement truquées. Alors, je suis assez convaincu que les élections ont été truquées. Je l'avais même écrit à la veille. J'avais expliqué que le nombre de bulletins par poste, etc., et l'importance du state aurait été tellement important de pouvoir plus ou moins masquer beaucoup plus le résultat de ce qu'on pouvait imaginer. Alors, je suis absolument certain que le vote a été truqué. Je ne suis pas certain non plus, quand même, que ce soit de toute façon que Trump aurait gagné quand même. Hein. Ce n'est pas évident non plus. Mais ce n'est pas la question. La question fondamentale, c'est qu'on peut encore croire que la démocratie joue propre. Alors, ça m'étonne beaucoup parce que si on considère déjà en France qu'en 1975, on avait interdit les élections par courrier parce que l'État truqué, si on considère qu'aux élections de 2007, au premier tour, Sarkozy avait remporté avec son discours une bonne partie de l'électorat du Front National, mais que il y avait des régions, des sections dans lesquelles il y avait les votes, comment dirais-je, Internet, enfin, informatique, et d'autres où il n'y avait pas les votes informatiques. Et où il n'y avait pas les votes informatiques, il avait rattrapé les 20-25% de voix de l'électorat de Le Pen, et dans l'autre, où il y avait l'informatique, il avait rattrapé les 50%. Si on considère d'autres questions, l'Italie, par exemple, l'Italie, on commence à rigoler. Déjà, pour ce qui concerne le référendum monarchie-république, il y a eu plus de votants, plus de bulletins de vote que de votants. Il y a d'autres exemples assez flagrants. En 2006, Berlusconi s'était mis tout le monde au dos à cause de South Stream, donc il avait tout le monde contre, et il avait été donné pour hyper perdant. Comment ça s'appelle, les sondages donnaient perdant pour 7, 8, 9 ou 10 points de différence, et finalement, ils l'ont fait perdre pour 70 000 voix, mais ils ont découvert plein de bulletins de vote de Berlusconi jetés dans la poubelle, et ils lui ont interdit la recompte. Et par hasard, j'ai eu l'occasion de rencontrer un de types qui travaillait au ministère de l'Intérieur, voilà, au dépouillement, et je demandais, mais je dis, mais d'après moi, Berlusconi n'avait pas perdu 70 000 voix, il avait gagné de 70 000 voix. Il s'est mis à rire, il m'a dit non, il avait gagné de plus d'1 million de voix. Donc, par exemple, encore un autre élément. En Italie, il y a un personnage qui était ministre de l'interne, qui avait fondé, après l'éclatement de la droite, il était passé à gauche, il avait fondé un petit parti de centre. Ces partis de centre qui n'avaient aucun sens. Bon, aux élections européennes où il fallait atteindre le seuil de 4% pour avoir des élus européens, il les atteint. Après, il est devenu ministre des Affaires étrangères quelques mois après, et l'élection suivante, de 4,2, il est passé à 0,3. Donc,
bon, il faut encore, les seules élections auxquelles je me suis intéressé, parce qu'il y avait des amis qui couraient pour la région de la Lombardie et pour la région de Latium, dans chaque section où on avait des amis, je me suis fait donner le résultat non seulement de notre candidat, mais le résultat officiel de chaque section de tous les partis. Puis je vérifiais dans le résultat officiel donné après par le ministère des Intérieurs, il n'y avait dans aucune des sections, rien qui ne correspondait. Donc, déjà penser que la tricherie ne soit pas fondamentale dans la démocratie fait partie d'une chose qui me fait rire. Donc, ça m'étonne que les gens s'étonnent. Comme ça m'étonne que les gens pensent que ça suffise de gagner des élections pour avoir un pouvoir. Par exemple, sur la question de Trump, qui est quand même, bon, je ne partage pas tous les avis fantasmagoriques qui ont été donnés par toutes les rêveries de droite. Mais bon, Trump quand même représente une partie de l'économie du peuple, de quelque chose qui est quand même grosso modo contraire à une bonne partie des décisions du deep state des états-majors, etc., ben, Trump, qui devrait être a priori l'homme le plus puissant du monde, ben, on voit bien qu'il a passé toute sa campagne, toute sa présidentielle plutôt à s'essorer de guerre intestine, et qu'on arrive à voir le journaliste qui l'empêche de parler parce que nous sommes encore là, pendant les élections, pendant le tout. Donc, je pense que la première leçon à en tirer, c'est qu'il faudrait arrêter de faire le charlot et penser qu'il peut y avoir n'importe quoi de sérieux, n'importe quoi de correct, n'importe quoi de loyal dans la démocratie. Première ligne. Puis, partant de là, il faut s'interroger sur plusieurs choses. Qu'est-ce qu'il se passe et qu'est-ce qu'il va se passer? Alors, d'après moi, déjà, qu'est-ce qu'il se passe? Quels sont les éléments d'affrontement qu'on voit on va vivre dans le bipolarisme américain qui, attention encore une fois, cette bipolarisme, en fait, cette excitation de foule, cette excitation idéologique qui est menée un peu partout, semble correspondre parfaitement à ce qui avait bien prévu Eric Werner sur la façon des oligarchies pour gérer disons, le consensus où il ne pouvait pas avoir de consensus et qui menait toujours à un danger extérieur, un maudit et une idée continuelle de guerre civile, même si c'est une guerre civile qui ne fonctionne pas. Le passage qui est en train de se faire dans tous les sens par l'économie, par la finance, à cause des satellites, pour les phases de la mondialisation et pour tout ce qu'on veut. Tout ceci s'accompagne un peu partout par une situation de groupes qui saillissent, mais qui saillissent plutôt par Internet et plutôt dans leur tête, dans leur frustration, et par des équilibres qui sont tous menés au bord presque de la guerre civile entre le Brexit et le Bremain, entre les autonomistes anticentralistes espagnols et nationalistes espagnols, entre le populiste italien et les libéraux, la gauche libérale marxiste italien, et pareil, je veux dire, entre les souverainistes français et les polytechniques français. Et la même chose aux États-Unis, c'est quelque chose d'absolument égal entre ce qui s'est vérifié. Le phénomène Trump a servi de toute manière, je ne dis pas qu'il a été produit, mais a beaucoup servi à cette histoire parce qu'il a détruit carrément le Parti républicain et permis de révolutionner le Parti démocrate. Alors maintenant, qu'est-ce qui viendra? J'en sais rien. Dans cette polarisation, il faut voir quels sont les enjeux et quels sont les groupes qui se contreposent. Alors, d'un point de vue marxiste,
ou phénoménologique ou, si vous voulez, matérialiste, nous avons d'un côté la old economy, c'est-à-dire la, 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 la partie des producteurs, des libres professionnels, des gens habitués à une certaine économie libérale d'une époque. Et de l'autre côté, nous avons la finance et la high-tech. Et en fait, Biden est l'homme de la finance et Kamala Harris est la femme, de la high-tech. Donc, cette alliance de la nouveauté du passage contre le vieux. Il y a une autre clé de lecture qui a été donnée, c'est la ville contre la campagne. Je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense que c'est plutôt la métropole contre la province. Ça, c'est important parce qu'en fait, la province, c'était surtout, si on va lire exactement sociologiquement les votes de 2016, l'élection de Trump a été donnée surtout pour la moyenne bourgeoisie de la province et en grande partie pour la moyenne bourgeoisie noire de la province. Parce qu'encore l'histoire, la contraposition raciale qui a été apportée beaucoup dans ce discours est faussée. Je veux dire, il y a d'un côté un discours du racisme antiraciste qu'on connaît très bien, donc de l'idée de la destruction de toute identité, peu importe laquelle, de la sexuelle à la religieuse, à la culturelle, même à la biologique. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, ce n'est pas vrai que c'est le parti des Blancs. C'est absolument faux. Il y a beaucoup de Blancs qui sont dans le parti de Biden. Il y a beaucoup de Noirs et de métissés, des Hispanicos, etc., qui sont dans le parti de Trump. Alors, après, il y a aussi d'autres visions qui sont assez fréquentes dans l'imaginaire, surtout de droite, sur qui se passerait entre, disons, Trump et Biden d'un côté et Trump et la mondialisation de l'autre, qui sont très, très, très superficielles à mon avis, qui considèrent d'un côté oui, les Italiens ont voté massivement pour Trump, je sais, qui voit d'un côté la vision souverainiste, de l'autre côté la vision mondialiste. En fait, c'est pas si vrai que cela, parce que la vision souverainiste de Trump est une vision de défense d'une dominaison archaïque, si l'on veut, mais d'une dominaison impérialiste qui n'est pas du tout souverainiste dans le sens du petit souverainisme qu'on connaît en Europe. N'oublions pas que de toute manière, on s'agit de toute façon d'un continent, le continent nord-américain, d'un continent multiculturel, multiracial plus que multiculturel, libéral, etc. Donc ce n'est même pas l'image qu'on donne souvent de Trump comme quelque chose qui est comme une espèce de Jean-Marie Le Pen des États-Unis. Je pense que c'est quand même minimum faussé. Bon, cela dit, qu'est-ce qu'il se passera maintenant? Parce que beaucoup de monde s'est dit les jeux ne sont pas encore tout à fait faits, conclus, parce que Trump a demandé justement que tout soit remis en cause. Il a en théorie de son côté la Cour suprême. Bon, il ne faut jamais se fier de ses amis quand on a une difficulté. Ils sont toujours moins fidèles que ses ennemis d'habitude. Pour commencer. Par la suite, c'est quand même assez compliqué comme route, parce que cette route devrait passer par le fait que une bonne partie des institutions américaines acceptent d'admettre officiellement dans la planète que les États-Unis, c'est une tricherie. Donc, je ne crois pas qu'on arrivera jusqu'à là. Ils pourront faire une question de transparence pour essayer de voir les choses. Donc, ça pourra plutôt estomper la situation, la rendre assez calme, assez tranquille, la ralentir. Mais attention, quelle est l'hypothèse dans le cas où ils le ralentissent? Ils le ralentiraient. C'est qu'on arriverait probablement, dans ce cas-là,
qui n'est pas impossible, qui est improbable, mais il n'est pas impossible. Pourquoi n'est pas impossible? Parce que si la Russie, la Chine et le Vatican n'ont pas encore reconnu Biden, c'est parce qu'ils savent carrément qu'il n'y a pas encore la certitude que Biden ait été élu. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a la certitude qu'il ne soit pas, qu'il soit perdant, ni qu'il y a la certitude que Trump renverse la chose. Ils attendent pour voir ces résultats. Si les résultats tiennent jusqu'à un certain moment, nous aurons le 14 décembre le passage au Congrès pour élire le président. Congrès, déjà la personne plus importante, ce sera Nancy Pelosi. Et le fait que dans l'ensemble, les Trumpistes considèrent d'avoir plus de républicains que de démocrates, donc que ce serait ça qui ferait élire Trump à la surprise, ça m'étonnerait beaucoup parce que le fait d'être républicain ne veut pas dire d'être se mettre contre la finance, ni contre l'high-tech, ni d'être fidèle à son propre chef. Donc, ce que je pense, c'est que je le vois, disons, assez peu probable le renversement de la situation. Ce que je vois beaucoup plus probable, c'est autre chose, parce que s'ils sont vraiment en train de faire une espèce de révolution de maquillage, je suis assez convaincu qu'ils ont déjà pris un accord pour lequel Biden gouvernera pas plus que 2 ans et qui donnera finalement la présidence à Kamala Harris, parce que c'est parfait, parce que nous avons la femme multiraciale, multiculturelle, multiethnique, etc. Et surtout la femme, parce qu'on a déjà vu, les Américains ont préféré les Noirs à la femme quand il s'agissait de choisir entre Hillary et Obama. Donc les Américains sont quand même, malgré tout, très misogynes. Si on avait présenté Kamala Harris comme candidat président, il n'aurait pas eu de chance, d'après moi, d'être élu. Mais je pense que l'idée fondamentale de tout le maquillage et la révolution, grosso modo, libérale de gauche chez les démocrates, c'est d'amener Kamala Harris à la Maison-Blanche. Bon, ceci étant dit, tout ça, qu'est-ce que ça change carrément pour nous? Bon, je pense qu'il y a 3 éléments qui sont en jeu, pas plus que ça, pas plus que 3, parce que grosso modo, surtout ce qui concerne les grands axes généraux, la différence entre les démocrates, appelons ça comme ça, et les républicains, appelons ça comme ça, est une différence de software. C'est une différence d'attitude, mais ce n'est pas une différence de substance. Donc, comment dirais-je, Trump a beaucoup insulté la Chine, mais ça ne lui a pas empêché de travailler beaucoup sous main avec la Chine. Biden préférera peut-être essayer de trouver des accords avec la Chine, mais ça n'empêchera pas de faire en même temps barrage à la Chine. Il ne changera pas beaucoup de choses. Ce qui changera, ce sera l'attitude psychologique. Donc, le problème, pour nous, la victoire de Biden ou de Kamala Harris plutôt que celle de Trump est négative pour la raison plus pure et simple que Trump a obligé l'Europe à faire de pas en avant. Au point de vue stratégique, au point de vue économique, au point de vue satellitaire. On les a l'a obligé. Du moment où l'autre vont nous embrasser pour étouffer, ils vont ralentir le procès. Donc ça, c'est l'élément négatif. Le deuxième élément négatif, c'est quand même, mais je ne suis pas si certain que ça change beaucoup par rapport à actuellement, parce qu'on a bien vu que les pouvoirs des tribunaux, les pouvoirs de la presse, les pouvoirs de la communication sont indépendants du pouvoir politique, donc je ne pense pas que ça changera énormément. Ça pourrait être une ultérieure avancée de la dictature idéologique, et pas seulement idéologique, mais je pense que là, nous avons encore Trump comme président de la République américaine, et c'est là que nous avons eu l'Aube dorée, condamné à 13 ans, malgré le procureur avait demandé l'acquittement. C'est là que nous avons eu en Slovaquie un gouverneur d'une région condamné à 4 ans de prison pour incitation à la haine, pour avoir signé deux chèques de 1 488 euros
considéré comme 14 un numéro de mots d'une phrase d'un primatiste blanc et 88 comme à Hitler. Donc, à cause de ceci, nous avons eu une condamnation du gouverneur d'une région slovaque à 4 ans de ceci, pour ceci. Et bon, en Italie, nous sommes assez habitués. En France, on va dans ce sens-là. Au moins, ils vont changer les lois pour réussir à faire les choses, etc. Puis nous avons vu ce qui se passe. Bon, je répète, il y a un président de la République américaine qui ne peut pas, auquel on va effacer, on ne va pas permettre de parler à la télé, et on lui coupe la parole, on va effacer des tweets et on va l'empêcher de parler sur Facebook. On vient bien voir comment les choses marchent. La dernière et ultime des choses, ce sont les questions sur qui s'appelle le grand reset. Donc, à Davos, bon, Davos, il ne passera pas grand-chose. Davos, c'est plutôt du cinéma. Le grand reset, c'est quelque chose sur lequel nous sommes déjà en pleine route. Ça se fait jour après jour. Nous y sommes dedans, avec nos lockdowns et tout le reste. Donc, il y a quand même de différences de degrés d'accélération, de degrés sur ce qui peut considérer, qui peut signifier la défense de certains postes de travail, certaines conditions de vie, etc. Et évidemment, des États-Unis, Biden-Harris participant à ceci, appuyant ceci, ça donnera un peu moins d'amortisseurs pour ce qui va être cassé, détruit ou maltraité par ce qui est en train de se vérifier. Donc, c'est un grand reset de l'économie, de la société, etc., etc., etc. Bon, donc finalement, je pense que il y aura des effets négatifs sur la victoire, à cause de la victoire de Biden. Mais bon, c'est franchement quelque chose qui n'arrive pas à me passionner plus qu'autant parce que je ne crois pas que ça soit ça change vraiment tellement de qu'on le croit. Il y a des choses qui changent dans le sens positif. Si Biden gagne, deux choses qui changent dans le sens positif. Déjà que, grâce aussi aux racines irlandaises, à ces lignes politiques, il va rendre plus difficile la vie aux Anglais de la Brexit. Ça, si c'est le cas, j'en suis assez content. Et deuxièmement, c'est que l'extrême droite va perdre un héros, un paladin, donc va perdre encore quelqu'un à qui donner sa propre, à qui déléguer ses propres espoirs. Donc elle est obligée, encore une fois, à faire face devant un miroir et se cracher sur la figure pour se dire nous ne sommes pas capables de rien faire. Donc puisque nous sommes incapables de nous prendre en main, nous avons toujours besoin d'un héros et de croire que cet héros puisse remettre les choses à l'air et qu'il nous fasse vivre dans un paradis démocratique, parce qu'en plus ils sont devenus démocratiques. Et chaque fois, ils se cassent la gueule, comme ils s'est cassé la gueule avec Salvini, ils se cassent la gueule avec Trump, on se cassera la gueule avec tout le monde. Et ça, c'est pas plus mal que ça. Voilà. Ça, c'est le topo de ce que je voulais dire. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que sinon ça va être un peu ennuyant. Mais ce que je vous demande, si je vois si il y a des questions, je vois s'il y a d'autres questions, et puis si quelqu'un veut intervenir, je suis bien content. Voyons qu'est-ce que. Alors, des hypothèses. Non, Jules, je crois que ce n'est pas. Oui, merci. On va voir ça. Comment voir sur monitorfirefox.com qu'on voit quoi? Ça permet simplement de vérifier si des identifiants ou des mots de passe correspondant aux identifiants ont été compromis sur divers sites. Mais si je suis sur Google, comme je fais? Faut juste aller sur le site et puis mettre si c'est une adresse email, l'identifiant par exemple, la rentrée et
le site, je crois que Firefox est en partenariat avec haveibeenpwned.com, qui est un service qui permet justement de référencer des fuites de données. Donc, en gros, si jamais c'est déjà référencé, ça sera quiconque a déjà ses identifiants au mot de passe compromis pourra en avoir connaissance. Si jamais c'était quelque chose de très récent, ça sera sans doute pas dans la base de données. Mais bon, c'est toujours un outil utile pour quiconque de temps en temps aller vérifier s'il n'y a pas eu de compromission de la Ceci dit, voilà. c'est assez important, je pense qu'ils ont répertorié ça sur Facebook ou sur Twitter, et je pense même, et je ne suis même pas sûr qu'il y a plus qu'une ou deux personnes qui ont ouvert 2000 trucs pour le faire. Hein. Ah oui, il suffit d'une personne de toute façon. Voilà. Alors, Alix, mon grand-père, Louis Olivier Desroux, directeur SP de la France, s'est remis sur la liste du 16e arrondissement de Paris depuis sa mort en 62. Ah oui. Et ta mère, maman, comme elle le fait retirer tous les 16 ans. C'est pour assister à cela, je veux toujours ce traité d'arrondissement. Les médias qui étaient peut-être un pouvoir sont devenus le pouvoir, bien sûr, comme je suis d'accord avec Gilbert. Alors Gilbert me dit 18% d'hommes noirs et 8% de femmes noires ont voté pour Trump. 36 d'hommes latinos et 32 de femmes latinos ont voté pour lui. Ok. Ils sont encore en train de compter dans les swing states. Biden n'a toujours pas officiellement donné le nombre de sénateurs dans les terres, justement. On a chopé Michel Obama. Ok. Chacun obtient 269 de grands lecteurs. Oui, c'est le Sénat qui décidera. Voilà. On voit par État, et comme le majoritaire... Si, je sais, mais Gilbert, mais je crois que dans ces cas-là, il y aura pas mal de républicains qui voteront par Biden. La plupart des gouvernements européens ont suivi, oui, tous les gouvernements européens ont suivi. Bon, je ne sais pas si on suivi, ils ont précédé. En Italie, je pense qu'ils ont même précédé. Sans même aller à l'hypothèse 269 grands électeurs partout, il ne faut pas oublier que les grands électeurs, ils ont eux aussi la liberté de voter pour qui ils veulent. Donc ça n'assure pas pour Biden. Ils voteront pour Biden, ce gars-là. Ils voteront pour Biden parce qu'ils vont pas contre, je vois pas des héros se faire réduire par des trucs fiscaux et tout le reste se mettre contre les banques. Ça me donnerait. Donc je crois que je crois que de toute façon Trump n'y réussira pas. Non, mais c'est pour cela que les médias ont accéléré la déclaration ont officialisé que Biden a gagné. Mais en fait, ce qui est intéressant, par contre, c'est pas qu'il va gagner, c'est que Trump va organiser des meetings cette semaine, pendant 2 semaines. Il va refaire des meetings dans tous les États-Unis. Donc tout le monde s'attend qu'il va lancer une télévision ou un média de Trump. Mais le problème, c'est que maintenant, les démocrates veulent faire des procès contre lui. Donc, ils veulent finir en prison aussi. Oui. Bon, alors, encore d'autres questions. Anthony, est-ce que le grand reset est peut-être une façon de redéfinir l'économie capable de se maintenir face à la baisse du taux de profit? En gros, ça aussi, ça fait partie de l'ensemble, mais il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent. Là, je viens d'écrire un document de 44 pages, mais c'est en italien, donc après, il faudra trouver quelqu'un qui les traduise. Ça fait partie c'est quand même important, mais ce n'est pas, on peut pas réduire ça à ça. Par rapport, l'écho des canuts annonce de la sortie d'un vaccin aux USA en même temps que l'élection de Biden n'est pas un signe de l'accélération du reset. J'en sais rien. Je dis que c'est plutôt un signe qu'ils veulent faire voir que on sort du néant quand il y a le changement de la Maison Blanche. Mais aujourd'hui même, Trump aurait retweeté le truc qui a été envoyé par la maison du vaccin qui disait qui remerciait Trump pour le résultat. Donc, je pense que c'est plutôt un truc plus de comédie que d'autre chose. Quant à la question de sortir la reset, de plus en plus des différents côtés politiques et financiers, on parle d'une solution qu'on devrait plus ou moins sortir et grosso modo commencer à sortir de l'épidémie fin mars. Donc je pense qu'ils ont quand même des plans là-dessus, mais bon, je ne sais pas.
Johan demande, Jules, s'il y a... Ah voilà, il vient de le faire, parfait. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, Alix, c'est normal que je ne me reconnaissant personnellement absolument pas en Trump, je m'inquiète pas plus que cela de l'élection du BNL. Si, ça c'est normal. Bon, enfin, bon, je pense que de toute façon, c'est pire pour nous l'élection de Biden. Mais ça ne veut pas dire que pire ce soit si négatif que cela, parce que de perdre de fausses comment dire, de perdre de faux repères, c'est peut-être mieux que de les gagner. Alors maintenant, il y a tellement l'hystérie de tout le néo-féminisme, LGBT, arc-en-ciel, etc., anti-Trump, qui m'a commencé à rendre Trump sympathique, mais justement pour ça, pas pour d'autres choses. Lors de la précédente réunion, Gabriele, tu nous avais parlé ou en tout cas, tu n'avais pas caché ton éventuelle satisfaction si jamais il y avait une sécession qui s'opérerait aux États-Unis. Enfin, sécession ou peut-être simplement une conflictualité vraiment frontale entre les deux électorats, ou en tout cas ce qu'ils représentent à l'échelle de la population américaine. Comment tu vois, au vu de ce qui se passe pour l'instant, l'évolution vers ça ou pas, sachant qu'a priori, d'un côté comme de l'autre, il y a une radicalité, ou en tout cas une radicalisation qui est en cours, disons qu'il y a une véritable dichotomie dans la perception de l'événement entre les deux camps qui semble quasiment irréconciliable. C'est ce que même certains observateurs politiques européens disent par rapport à la question de le mandat de Trump est peut-être terminé, mais le Trumpisme en lui-même est loin de l'être. Et du coup, ça pourrait créer justement, eux ils parlent juste de scission dans la population, mais la question de la sécession jusque-là, elle reste potentiellement sur la table pour certains États, j'imagine. Bon, je suis d'accord à moitié. Alors, je ne suis pas tellement d'accord que Trump terminé, le Trumpisme n'est pas terminé, parce que tout ce genre de phénomènes, ce sont des phénomènes liés à la personne. Berlusconi terminé, le berlusconisme est terminé aussi. Et par contre, c'est que par contre, il y a une conciliabilité d'une certaine, à moins pendant un certain temps, d'une certaine, appelons Amérique profonde, avec celle qui va changer la route, est évident. Et en plus, qu'ils ont tellement empoisonné les âmes que on pourrait bien facilement avoir des affrontements très violents avec beaucoup de morts. Tout le monde est armé aux États-Unis et surtout, c'est un peuple très adolescent, donc c'est un peuple très hystérique. Donc, ceci étant dit, dans ce sens-là, tout est possible. Mais attention, il y a plusieurs choses à considérer dessus. La première, c'est que tout ça, ça serait un aubaine pour les gens qui savent jouer en bourse. Donc, je pense qu'une hypothèse de grand affrontement avec du sang qui coule, ça ferait tellement bouger la bourse que ça ferait beaucoup de plaisir à ceux qui sont à ceux qui ont, comme on dit en italien, le pantalon long. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est que l'instabilité dans le système politique, l'instabilité sociale, psychologique d'un peuple, ça fait la stabilité d'une oligarchie. Donc ça stabilise encore davantage le système réel et oligarchique s'il y a de guerres intestines. À part ça, bon, si quand même les États-Unis, qui plutôt que gagner, commencent à perdre de choses, des pièces, des morceaux, c'est quelque chose qui, ça me ferait plaisir en soi. Encore autre chose, parce que je vois que souvent, évidemment, quand je vois dans la rue, quand je vois les gens, enfin, c'est toujours, grosso modo, c'est toujours les Trumpistes qui cognent les anti-Trumpistes parce qu'il n'y a pas, grosso modo, les tissus humains n'est pas le même, donc sont beaucoup plus solides. Alors, comme tissu humain, quand je les vois dans la rue, etc., je ne peux que sympathiser, ça me rassemble beaucoup plus. Mais en même temps, même que quand on commence à penser que c'est la défense
le dernier réduit, entre guillemets, de race blanche, etc., et blablabla. Je pense que d'abord, c'est pas tout à fait vrai. Par la suite, je comprends bien le fait d'avoir une solidarité, grosso modo, avec ceux qui sont en train de comment dire, de disparaître, surtout démographiquement, etc. Mais en même temps, ces Américains blancs sont ceux qui ont occupé, qui ont armé Staline, ce sont ceux qui ont armé toute la subversion en Europe, ce sont ceux qui ont envahi l'Europe, ce sont ceux qui ont jeté la bombe atomique sur le Japon, ce sont ceux qui ont détruit avec le phosphore Dresde, sont ceux qui ont détruit, qui ont massacré pour la première fois dans l'histoire avec du napalm la batterie et l'artillerie italienne à Saint-Malo. Ce sont ceux qui ont exterminé les peaux rouges, etc. Donc, s'ils se trouvent quand même dans des mauvais draps, on peut quand même avoir une solidarité pour des raisons plus larges. Mais bon, franchement, je ne me sens pas si concerné que cela. Après, bon, évidemment, chaque fois qu'un Trumpiste cogne un démocrate, je suis ravi. Et chaque fois qu'un démocrate, aucune démocrate doit avoir que Trump n'est pas mort, ça m'amuse beaucoup. Alors, Gilbert, risque géopolitique. Les USA redeviennent le gendarme du monde. Incroyable, la Russie n'a pas réglé les problèmes du Libye. Oui. Alors, que les USA redeviennent vraiment gendarmes du monde, je ne suis pas si certain que c'est là, parce que quand même, n'oublions pas que c'est Obama qui a commencé la régionalisation, l'abandon, etc. Donc, c'est pas certain. Euh, bon. Ah, voilà, une chose qui avait dit Gilbert très intéressant, effectivement, sur le vaccin. Le vaccin, ah, puis, d'accord, j'ai perdu encore trois choses. Je reviens. Alors, en fait, le vaccin, c'est une start-up allemande fondée par des Turcs qui a découvert le vaccin. On peut dire que c'est la vengeance de l'épante. Anthony, les manifestations italiennes, espagnoles et allemandes sont que des réactions des consommateurs et des petits patrons. Comment réagir face à ça? Faut-il voir une manifestation voulue, espérée par l'oligarchie dans la logique de ce juge choc? Non, je pense même pas ça. Je pense que, alors, c'est vrai que ce sont des réactions des consommateurs et des petits patrons. Bon, d'accord, ce qui quand même fait partie de la logique actuelle. Hein. On ne peut pas imaginer qu'il y a quelque chose. Personne n'a vu rien de révolutionnaire. Mais bon, que les gens essaient de sauver leur propre boutique, je trouve ça c'est normal. Seulement, ils ne sont pas disposés à se battre pour défendre leur boutique. Donc, ils ne le défendront pas. Comment réagir face à ça? Faut-il voir une manifestation voulue, espérer oligarchie dans la logique de sa du choc? Oh, disons que quelque part, oui, parce que je sais par certaines, j'ai des éléments certains par lesquels la préfecture de police a créé, essayé de créer le plus possible d'éléments de choc dans la rue. Même parfois, ils ont commencé à jeter des jets d'eau sur les manifestants ou les attaquants alors qu'ils ne faisaient absolument rien. Donc, quelque part, oui, mais je pense que c'est surtout de la routine. Ils sont habitués à ceci. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Je crois plutôt qu'ils sont en train de montrer. Alors, on démontre que les gens dans la rue sont paumés, ce qui est quand même évident. On démontre que les gens dans la rue sont quand même hystériques. On demande que les gens dans la rue sont des négationnistes du virus, donc sont des gens dangereux. Et toutes ces manifestations de la rue sont tellement mal faites, tellement... Non.
sont tellement mal faites et sont tellement comment dirais-je, faibles, sont tellement désorganisées, etc., que servent beaucoup à démontrer la force du système en soi. Et alors, ce système Weinberg qui est financé en monde des USA contre l'Allemagne, oui. Quand on va sélectionner en amérindien, ce sont les Yankees. Oui, d'accord, mais alors, Lincoln n'était pas juif. Ça n'empêche pas, je me parle Lincoln, mais pas juif. Les Américains blancs de droite sont nos frères, tout comme les blancs qui se font tuer en Afrique du Sud aujourd'hui. Alors, je fais une différence entre les blancs de l'Afrique du Sud, qui souvent ce sont des Hollandais déjà massacrés par les Anglais. Je peux mettre que les Américains blancs de droite peuvent être mes cousins à lointaine. Mon sang n'est pas que biologique, c'est biologique, mais ce n'est pas que biologique. L'oligarchie et les médias poussent la haine des blancs. Non, ils ne poussent pas la haine des blancs, ils poussent à la haine de tout ce qui est viril. Et donc les blancs, parce que ça rappelle l'ancienneté, ça rappelle le père, ça rappelle la réalité, mais la plupart des oligarques qui poussent à la haine des blancs, c'est des blancs. C'est le moment de nous rassembler entre blancs conscients, ceux qui sont plus gauchistes, qui trahissent leur identité. Bon, c'est une façon de voir les choses. Moi, je rappelle que c'est des blancs conscients qui ont détruit l'Europe. Donc, il faut déjà passer par quelque chose de beaucoup plus ample que ceci. Alors, comme je disais auparavant, je peux peut-être évidemment, parmi les deux camps, je ne peux que me sentir plus solidaire de ceux qui sont les perdants de la mondialisation, même s'ils veulent défendre l'impérialisme américain, c'est lui qui a tout détruit avec l'impérialisme anglais. Mais ça ne m'empêche pas de savoir tout le temps que l'impérialisme anglais et l'impérialisme américain, ce sont ceux qui nous ont détruits. Alors, ceci étant dit, après, bon, quand il y a eu le tremblement de terre en Émilie-Romagne, qui est une région de gens qui sont coupables de tout, bon, bien sûr, on les a aidés quand même, mais pas de la même manière, pas avec le même esprit avec lequel on a pu aider les gens des Abruzzes. Sans vouloir enculer. Non, les médias ne poussent pas la vérité parce que beaucoup enceintent la vérité noire ou arabe, pas du tout. C'est pas ça. Ils encensent pas la vérité noire ou la vérité arabe, ils encensent les côtés selvatiques ou sauvages, ce qui est bien différent parce que ça signifie la vision du mal comme adolescent. Voilà, ils encensent la bestialité quelque part. Oui, c'est tout à fait autre chose, absolument autre chose. Il n'y a rien d'olympique dans tout ça. Alors, que les Américains se trouvent... alors, déjà c'est pas la même chose entre l'Amérique du Sud et les États-Unis, parce qu'en Afrique du Sud, les Blancs sont vraiment massacrés. Ce qui est autre chose. Ceci étant dit, là, ne changeons pas les choses. Je ne suis pas en train de dire que je suis content que Biden ait gagné ou que je m'en fous carrément que les Blancs se fassent éliminer des États-Unis. Mais je veux dire que ce n'est pas mon premier point. Est-ce que tu ne penses pas que la plupart de ceux qui... Enfin, il y en a effectivement énormément de Blancs qui défendent, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, l'impérialisme américain, mais beaucoup d'Américains n'ont pas forcément même conscience, on va dire l'Amérique profonde, n'ont pas forcément même conscience de la notion d'impérialisme. Par contre, ce dont ils se gaussent pour certains, voire en tout cas se prévalent pour beaucoup, c'est l'exceptionnalisme américain. Alors je sais que l'un est composante de l'autre, ou en tout cas l'un alimente l'autre, mais sur le fond, est-ce que c'est pas aussi ça, cette difficulté dans la perception de soi? Ce que tu disais tout à l'heure, c'est encore un peuple adolescent. Alors certes, c'était
surtout pour les comportements rapport au conflit, etc. Mais même politiquement, ils sont encore très adolescents aussi et ils n'ont pas forcément réellement une conscience d'eux-mêmes qui soit, j'allais dire élevée, mais en tout cas vraiment bien développée pour concevoir réellement ce qu'ils peuvent, comment dire, ce qu'ils alimentent malgré eux. En fait. Et donc, Ben, c'était juste par rapport à la petite nuance éventuelle entre la notion d'impérialisme et d'exceptionnalisme. Et du ouais, coup, je me demandais s'il y avait éventuellement une piste à creuser là-dedans par rapport je ne sais pas. à la solidarité qu'on pourrait avoir par rapport à eux, justement, parce que d'une certaine manière, enfin, je suis pas en train de dire que c'est bien d'être chauvin, mais chaque peuple a un petit peu de chauvinisme en lui. Et parfois, ça a quand même du bon, ça permet au moins de se. Enfin, ça permet, même si ça a une moindre échelle, mais ça peut alimenter un petit peu la fameuse volonté de puissance qui nous manque tant, justement, dans nos milieux en tout cas. C'est possible, tout est possible, je ne sais pas. Moi, je ne vois pas grand-chose venir des États-Unis. Tout ce qui est venu des États-Unis, sauf la tomate, le chocolat, la pomme de terre, a été un désastre. Euh, quel est mon point? Alors, tout d'abord, l'équipe communautaire ne comprend pas la différence entre la vérité et l'être soviétique bestial. Ça m'étonne. Je ne comprends pas comment tu peux ne pas comprendre la différence. Je veux dire, un homme viril n'est pas quelqu'un qui saute sur les arbres en faisant ou. Un homme viril est quelqu'un souvent discret, quelqu'un souvent souriant et quelqu'un souvent civilisé. Un homme viril, c'est quelqu'un en même temps corsaire aristocrate. Ce n'est pas et donc, et par contre, la logique néo-féministe, LGBT, post-sexuelle, etc., considère que l'homme, le mâle, ne doit pas avoir aucune valeur si ce n'est pas soumis. Donc, alors, s'il se porte comme un étalon à la laisse, parce qu'il est culturellement inférieur, mais qui physiquement peut faire jouir, c'est parfait. Mais autrement, s'il se permet non seulement de faire jouir, mais de traiter la femme en femme, il est fini. Donc c'est ça la question. Le masculisme, l'être macho n'a rien à voir avec la virilité. Donc accepter de macho pourvu qu'il soit culturellement inférieur, c'est parfait dans leur logique. C'est une logique anti-virile. Et qu'est-ce que alors, question, qu'est-ce que pour moi le premier sujet des préoccupations, sur quel point de vue? Sur ce qui se passe aux États-Unis, moi je n'ai pas beaucoup, franchement, parce que je pense que ça ne changera pas énormément la donne. On a parlé, le premier, c'est peut-être le fait que les Européens commencent à repenser qu'on puisse arranger avec les États-Unis alors qu'ils avaient pensé qu'on ne pouvait plus. Ça, c'est mon première chose. Et qui m'inquiète plus que alors Vincent, ce qui m'inquiète encore plus que le LGBT, c'est l'écologie. Alors, l'écologie ne m'inquiète pas autant. Je pense qu'on a fait beaucoup de. Bon, je suis quand même pour d'une vision je veux dire, appelons écologique depuis avant de ma naissance, donc parfait, mais je pense qu'on a fait beaucoup de blablabla. Et c'est pas l'LGBT qui m'inquiète, c'est l'antivirilité, ce qui est complètement différent, la destruction de la démographie, ce qui est encore autre chose, et finalement la théorie du genre, parce que c'est une théorie de destruction du gène et de la conscience. Donc ça, oui, pas d'antimécanisme primaire, d'accord. Pour moi, ça peut être... mais bon, je ne suis pas en train de faire de l'antimécanisme primaire, mais bon, je peux les... Je répète, je ne me sens pas aussi solidaire euh, que beaucoup d'autres. Hein. Pour l'évolution, ça, hein. Ok.
Je pense que la leçon principale, ça serait, bon, je répète, alors les éléments qui m'intéressent davantage sont les trois qui j'ai déjà résumés. Le premier, c'est le fait qu'on démontre finalement, ça m'étonne qu'on s'étonne, que la démocratie est une posture, et donc on ne peut pas continuer à croire comme des imbéciles au fait que le peuple, on ne sait même pas qui c'est le peuple, puisse se libérer de l'oligarchie du pouvoir par le bulletin de vote. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire les barricades, c'est qui veut dire qu'il faut apprendre. On a fait plein de cours là-dessus, apprendre comment les choses marchent exactement dans le pouvoir et dans le contre-pouvoir. Deuxièmement, qu'il faut arrêter d'avoir de déléguer toujours un homme de la Providence, quelqu'un qui change tous les 4 ans notre truc. Et le troisième élément, c'est qu'il faut espérer que les sourires américains nous vers l'Europe ne ralentissent pas l'autonomisation de l'Europe. Alors, c'est pas vrai que c'est quasi systématiquement l'homme blanc qui est visé par le féminisme, vous avez aussi l'homme noir, et même l'arabe. Voilà, l'homme tout court est visé. Tout ça, c'est absolument vrai. Ben, pour rebondir sur la volonté de puissance que j'évoquais tout à l'heure, dans le féminisme, le néo-féminisme ou post-féminisme, il y a clairement une volonté de puissance, d'appropriation d'une puissance soit fantasmée, soit réellement, exagérée quand il parle, il se gargarise du mot patriarcat encore et toujours. Il y a cette volonté d'acquérir la puissance qui est dénoncée ou qui est fantasmée en face. Et bah forcément, de ce fait, ça vise tous les hommes, mais pas que tous les hommes, y compris les femmes dans leur vision traditionnelle pas forcément de leur place dans la société, mais en tout cas on va dire de la vision traditionnelle, ou en tout cas de l'organisation, quel serait le mot j'allais dire naturel, pas forcément naturel, mais en tout cas authentique et originel, qui s'est développé culturellement dans les différentes sociétés dans lesquelles ce néo-féminisme se développe à grands pas, quoi. Ouais. Oui, et Alice confirme. Oui, bien sûr. Ils savent bien qu'ils doivent financer, tranquille. Bon. Alors, as-tu vu le dossier dans la recette dans le fait des documents? Non, je ne l'ai pas vu. J'ai lu les dossiers, grosso modo, je suis en train de lire leur dossier du Forum économique du World Economic Forum. Et sont assez intéressants. Bon, évidemment, intéressants parce que ça veut dire on peut comprendre un peu, grosso modo, où est-ce que nous mène. Parfait. Parfait. Alors, les Blancs sont les principales cibles, bien sûr. Dans la hiérarchie de la destruction du père et de la virilité, évidemment, le père principal est un père blanc. Parce que surtout, le patriarcat a été fondé par les Européens, pas par les Américains, qui ont fait une caricature grotesque et qui n'ont ramené, y compris la famille traditionnelle dont nous parlons est une famille américaine, mais pas la famille traditionnelle européenne, qui était fait autre chose. C'est pour ça, si je peux ajouter une chose, Gabriel. Le problème, c'est aussi une question de temps historique, de développement des sociétés et de la civilisation. Par exemple, maintenant, dans le monde arabe et africain, il y a des campagnes féministes
qui sont identiques à ceux qu'étaient les campagnes féministes des années 60. Donc il y a un retard, mais ils sont en train de faire les mêmes campagnes. Donc éventuellement, il y a maintenant, par exemple au Liban, qui est une société entre guillemets plus développée pour le monde arabe, il y a une implantation du mouvement LGTB. Donc c'est pas que l'homme blanc en tant que tel, l'homme blanc en tant que tel en Europe, parce que le féminisme est plus développé en Europe, la culture de 68 et des années 70. Mais ça arrive aussi dans les pays africains et arabes et autres pays, et même asiatiques. Donc c'est en fait l'homme tout court qui est visé. Oui, mais c'est la verticalité déjà. Dans tous les sens. C'est la verticalité, c'est la hiérarchie, c'est l'axe. C'est exact. Alors ça se voit plus en Europe parce que les sociétés, le féminisme s'est développé plus rapidement en Europe qu'en Occident. Mais c'est tout. Et comme tu as dit, c'est la verticalité et l'autorité qui est totalement visée partout. Et donc, il faut commencer à penser, il faut arrêter de penser en blanc, noir, jaune. L'ennemi est commun et les victimes sont les mêmes. Oui, bah, il y a une différence énorme parce que justement, ça, nous tombons encore une fois dans la logique de l'ennemi. La logique de l'ennemi a considéré que, par exemple, le fascisme, le national-socialisme, etc., était pour une race qui devait détruire les autres, ce qui est absolument faux. Alors, il y a dans certains éléments, par exemple l'Allemagne vis-à-vis des Juifs, vis-à-vis des Gitans et aussi vis-à-vis des Slaves, pour beaucoup de raisons historiques, il y a des éléments assez particuliers, mais qui n'étaient pas du tout les mêmes vis-à-vis des Arabes, vis-à-vis des Noirs. Le fascisme, moins encore. Alors, ce qui ne veut pas dire, parce que là, on est en train d'habitude de voir les choses d'une façon ou de l'autre, c'est-à-dire soit on est tous les blancs contre tout le reste du monde, soit on est tout le monde mélangé, on est la société cappuccino. Ça, c'est exactement ce qu'ils nous disent les autres, mais l'importance du niveau de la comment dire, des différences qualités, mais des développements de différentes qualités sur quelque chose d'important est particulier. Autrement, dans la Deuxième Guerre mondiale, on devrait être pour les Américains contre les Japonais. Ça ne met à rire. Hein. Exact. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, on termine sur quelques... Bon, on fait un petit résumé et puis on fixera la prochaine. J'en aurais bien une pour toi encore, Gabriele, mais bon, après, c'est peut-être vraiment de la prospective tout à fait hasardeuse. C'est que par rapport à ce projet, ou en tout cas cette idée du Grand Reset, poussé par ces fameuses élites du Forum économique mondial, on voit bien que tous les gouvernements, en tout cas en Europe, hein, ça sert à rien d'aller au-delà de toute façon pour ce qui nous concerne, mais dans tous les gouvernements européens, peut-être à quelques exceptions près, plus ou moins tous ont utilisé à peu près les mêmes outils. La manière au début de réduire, voire de ridiculiser la menace que certains grossissaient, ou en tout cas affichaient au début de l'arrivée de l'épidémie. Ensuite, les mesures de restriction progressives, ou en tout cas d'un coup. Enfin, toi, en Italie, je suppose que tu as dû voir une vitesse de prise de décision pour ces mesures de restriction qui était incomparable avec les autres pays. Et ensuite, là, on voit que ce soit les Anglais, les Allemands, les Espagnols, et puis nous en France aussi, ce reconfinement, après nous avoir évidemment vendu l'idée qu'ils vont se préparer, que les choses ont été faites en amont, etc. Alors, outre le côté agiter le peuple avant de s'en servir, qui est presque un classique maintenant, il y a des approches qui sont relativement différentes. Je veux dire, chez les Anglais, par exemple, on voit qu'il y a un autoritarisme qui ne dit pas son nom encore, mais qui, avec le Brexit, sera d'autant plus facilité qu'ils n'auront pas les contraintes juridiques européennes qui leur mettraient des bâtons dans les roues justement pour implémenter ce genre d'autoritarisme.
En France, on ne sait pas trop encore sur quel pied danser, mais on sent que ça va être de plus en plus serré. Prenez l'exemple des mesures drastiques dès le début avec l'Italie, parce que si je ne dis pas de bêtises, par exemple, le non-respect de l'isolation forcée pour les positifs, par exemple, on pouvait se retrouver avec une... Enfin, tu me corriges hein, si je me trompe, mais avec des poursuites judiciaires pour mise en danger de la vie d'autrui, voire... Oui, bien sûr. Voilà, donc ça, j'imagine que tout dépend forcément des juridictions, en tout cas de la légalité des différents États et des marges de manœuvre que ça leur permet. Mais en gros, on voit que tous les États convergent vers les mêmes solutions, quand bien même les instances internationales comme l'OMS ont viré leur cutie sur la question justement, notamment du confinement, qui est pire que mieux au niveau des conséquences, etc. Enfin, on a quelque chose qui est à la fois hétérogène entre les États, mais en même temps qui suit une logique globale qui semble... je ne sais pas comment dire. Alors, finalement, ma question, ça serait plutôt, est-ce que tu penses que tout ça est quelque chose géré tant bien que mal par des gens qui sont, comment dire, qui ont des compétences mais qui n'ont pas de vision, pour beaucoup, quelle est la part de ça et quelle est la part éventuellement de écouter des lobbies ou en tout cas se plier à des influences qui ne sont clairement pas démocratiques, ou en tout cas qui n'entrent pas dans un processus démocratique. Et donc, en gros, quel serait ton sentiment par rapport à la manière dont ils peuvent gérer ça au regard du projet justement de réinitialisation qui est poussé par le Ils forum? peuvent la gérer comme ils veulent. En fait, il faut lire. Alors, déjà, ils ont vu carrément qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, je ne sais pas qui, mais c'est pas important. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que tout le monde est complètement formaté pour qu'on leur fasse tout ce qu'ils veulent. Ceci étant dit, ils ne sont pas des imbéciles parce que si on lit leurs documents, parce que par exemple, là, j'imagine, je n'ai pas lu encore le document de FESA document, mais le problème c'est que chez nous, on a l'habitude de courir trop. Alors on dit les choses qui sont vraies, mais on les exagère. Par exemple, quand on nous dit par exemple, qu'ils veulent faire la monnaie toute électronique, puis tu vas lire le document de préparation sur Davos, il t'explique que on ne peut pas faire la monnaie tout à fait complètement humaine, complètement la monnaie électronique, parce qu'il faut quand même donner du liquide aux entreprises, etc., etc., etc. Donc les gens même sont en train de faire un passage au moins assez long, et puis je veux dire que peut-être c'est aussi parce que une grande partie de leur propre économie est fondée par des trafics qui ne peuvent pas être déclarés, en commençant par le trafic de drogue, etc. Donc, je pense qu'une chose, c'est de voir une tendance, une chose de voir exactement comment ils vont la faire. Alors, ils vont être de plus en plus communistes, dans le sens psychologique du terme, dans le sens de la stasie, dans le sens des applications de tout ce qui est la limitation de la liberté et surtout de t'empêcher de penser et de t'obliger de ne pas être un ennemi du peuple, comme disait Ibsen. Et ça, c'est certain. De l'autre côté, ils accélèrent et ralentissent. Ils s'occupent un peu de tout parce que, comme j'explique dans mon document, ce qui arrive avec les satellites, ce qui arrive avec la technologie, etc., c'est que c'est comme nous assistions à une métastase qui est en train de bouffer toutes les cellules saines sociologiques, économiques. Mais la métastase n'est pas si belle. Ceux qui sont dans la métastase essayent aussi de renouveler le plus possible un minimum de tissu sain parce qu'autrement ils ne peuvent pas manger dans l'absolu. Donc la chose est plus compliquée, controversée que cela. Alors, maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Gilbert sur la crypto-monnaie. Il y a beaucoup de choses que nous devrions faire sur la crypto-monnaie et sur les blockchains. Donc, il y a énormément de travail à faire. Donc, alors, l'écho de Chicanou, le 3 juin dernier, Klaus Schwab, le prince Charles, a annoncé
lancement des grandes recettes, oui, oui, d'accord. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, on le sait. Simplement, les grandes recettes, c'est du cinéma. Je veux dire, les grandes recettes est en train de se faire au moins depuis 25 ans. Alors, ils vont par étapes. Maintenant, il y a plusieurs éléments ils vont accélérer les choses. Mais ça ne partira pas par Davos. Nous y sommes déjà plein dedans. Bon, moi, sur la vaccination, ça se passera comment? Quelle stratégie on peut adopter? Alors, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ça se passera, franchement. Et surtout, je veux pas. Alors, je sais très bien que c'est pas qu'ils n'en ont pas besoin, mais je ne veux pas donner de suggestions. J'ai plusieurs idées de comment ils pourraient l'adopter, mais je ne vais pas les dire. On sera tout d'accord sur le fait qu'on ne veut pas cette saloperie, mais c'est rendre obligatoire comment contourner. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui sont obligatoires qu'on n'a jamais pu contourner. Hein. Les Tchétchènes et l'Albanais sont communautaires et identitaires. Oui, mais enfin. De toute façon, pour la vaccination, ils sont pas du tout contraints à une obligation particulière. Ils peuvent, comment dire, ils peuvent contraindre l'accès à tellement de choses. Oui, non, mais d'accord. Oui, pardon. C'est possible. Bon, de toute façon, essayons, genre, franchement, parce que ils sont aussi moins intelligents qu'on le croit. Orwell écrit un truc, il l'applique. Werner écrit un truc, il l'applique. Ne parlons pas de ce qu'ils peuvent faire. Je ne vais pas les suggérer. Mais je me souviens quand j'étais gamin, dans les années 60, quand on voyageait dans les pays du tiers-monde, dans le monde arabe et africain, on devait avoir des vaccinations obligatoires. Et il y avait un livret, un carnet des Nations Unies où on timbrait le vaccin que tu avais pris. Donc, ce n'est pas une chose nouvelle. Il y a toujours eu une vaccination obligatoire pour certains pays. Mais maintenant, on l'adoptera aussi en Europe. Oui, sur le comportement individuel et le stress que ça génère, oui, non, mais je ne pense pas qu'ils ont écrit, hein, j'ai entendu, ils en ont parlé. Sur le comportement individuel et le stress que ça génère, on en parle beaucoup, on en parle souvent, mais je veux dire, tant mieux. Hein. Je veux dire, si les gens sont tellement fragiles qu'ils doivent, qu'ils pètent les plombs, c'est bien fait. Hein. C'est une sélection naturelle. Bon, je ne sais pas si c'est un peu dangereux les autres. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, Vincent, si c'est comme ça, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Parce qu'ils peuvent utiliser ça, ils peuvent tranquillement le faire dans d'autres vaccins, ils peuvent le faire par l'eau, ils peuvent le faire par l'air, ils peuvent le faire partout. Ils ont pas, il ne faut pas. Alors, je pose mes mots. Hein. Nous vivons dans un âge qui est à la fois subversive, totalitaire, imposante, communiste et sataniste. D'accord? Ça ne veut pas dire quand même qu'il faut prendre ça comme une bande dessinée. Il y a toujours une vision trop hystérique de notre côté par rapport à la chose qui est beaucoup pire, qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe, beaucoup plus dangereuse que l'hystérie dans laquelle nous la voyons. Ils n'ont pas besoin de ça pour nous contrôler, ni pour nous tuer, ni pour nous comment dirais-je, réformater. Ils le peuvent faire carrément, tranquillement, sans rien faire. Donc, essayons de voir où ils vont et pourquoi, ce qui est bien différent. Oui, bien sûr, parfait. Je suis exactement le projet de la BCE de créer un euro digital. Et je trouve assez intéressant.
L'eau potable, c'est plus simple qu'un vaccin. Oui, mais il n'y a pas que l'eau. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de ça. Alors, ce qui ne veut pas dire donc que les vaccins, ça sera bon, ou ça sera positif. Oui, intéressant. Intéressant, parce que le fait d'avoir un euro digital, ça permettrait d'avoir quand même en Europe quelque chose qui ne se fait pas bouffer par tout ce qui est anglo-américain ou chinois. Sans compter que dans le digital, on a encore la possibilité toujours de créer c'est pas facile, hein, mais digital complémentaire, digital autonome, ce qui serait le cas si on veut faire quelque chose. Oui, la Chine a lancé sa propre crypto-monnaie, donc c'est normal. Donc c'est bien que l'euro digital, c'est une bonne nouvelle. Parce que ce n'est pas l'euro digital contre l'euro ou contre la monnaie. Ça fait partie du développement. C'est chien ou gâché. C'est surtout toute l'infrastructure qui est derrière, notamment les CBDC, là, les Central Bank Digital Currencies, qui visent déjà à faire un reset à leur échelle des banques centrales pour justement pouvoir reprendre une certaine dynamique, on va dire, dans la création monétaire. Et en plus, et en parallèle, que ce soit cette infrastructure monétaire ou l'infrastructure mondiale dans la gestion, tout ça dans le contexte sanitaire, etc. Il y a cette volonté de pouvoir, non pas forcément contrôler, ça ce sera plus tard, mais surtout avoir un accès, une visualisation en temps réel sur absolument tout ce qui se passe, à une échelle plus grande encore, et pas forcément que monétaire, justement, puisque que ce soit les passeports Covid, comme on en voit déjà testés en Irlande ou en Angleterre, les projets de certificats digitaux de vaccination ou autres d'ailleurs. Hein. Le vaccin n'est pas forcément c'est pas la seule chose du tout dans tout ça. Non, non, bien sûr, bien sûr. Ça peut être porteur de tellement d'autres choses qu'au final, c'est là où. Oui, mais je veux dire, ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable qu'ils ont tout fait pour faire le vaccin, pour le vaccin nous changer. Ils n'ont pas besoin de tous ces baratins. Oui, c'est sûr. Alors, l'euro digital n'est pas une stratégie pour payer l'argent liquide, donc contrôler davantage les transactions, virer les paiements au black. Non, non, non. Alors, la monnaie digitale, comme tout le reste, fait partie de la transformation qui est ancrée dans les satellites, dans l'ère, dans l'âge de la mondialisation. Et comme ils disent tous, ils ne peuvent pas éliminer complètement l'argent liquide, justement parce qu'ils ont besoin d'un certain black, parce qu'autrement, il ne marcherait pas. L'euro, l'euro digital, on ne parle pas de la monnaie digitale. L'euro digital signifie la possibilité de garder justement une souveraineté dans les marchés mondiaux et une souveraineté à niveau européen, ce qui est la seule possibilité d'une souveraineté dans la situation mondiale. On l'avait compris, nos anciens l'avaient compris aux années 30 et 40. Maintenant qu'on peut arriver à ne pas le comprendre 80 ans après, avec toute l'histoire, la culture, notre histoire et tout ce qui est passé, et avec tous les gens qui l'ont bien expliqué, ça m'étonne, mais je comprends que dans cet âge, tout le monde devient la caricature de ce qui était. L'euro liquide, l'euro digital, le problème de l'euro digital comme de l'euro, ça fait partie, c'est que actuellement, la classe dirigeante bourgeoise, européenne, occidentale, féminisée, même pas féministisée et anti-hiérarchique, sortie de l'école de Francfort, se trouve à l'endroit où il faudrait que se trouvent des hommes, c'est tout. Mais que tout ce qui porte vers, tout ce qui va vers une force stratégique, militaire, satellitaire, fiscale et monétaire européenne est positif. Non seulement est positif, est la seule possibilité.
Oui, mais ça, c'est. Alors, ce qui tu écris sur le contexte, sécurité, sécurité des transactions, le citoyen renoncera à tenir son argent sur son compte. Mais ça, c'est normal, mais c'est pas l'euro. Ça, alors, il ne faut pas confondre. Ça, c'est la logique sur laquelle on marche à cause de la dynamique dans laquelle nous nous trouvons. Et tout ce qui permet de réduire le monisme, si l'on veut, le monothéisme entre guillemets de ceci est positif. Donc tout ce qui va dans le sens européen est positif en soi. Oui, mais le scénario chypriote, ça se passera forcément dans toute la planète. Le cash coûte trop cher, je suis d'accord. Alors, il y a toujours une vision d'ensemble et il y a aussi la façon dans laquelle on s'arrange. Il faudrait, je ne suis pas léniniste, mais il y a des choses sur Lénine qui sont fondamentales. L'unité, la scission. Le système est toujours uni et toujours divisé. Donc, chaque but qu'il doit suivre, il est divisé par d'autres choses. Il y a d'ailleurs un testing, donc tout un course. On ne peut pas penser toujours comme si on était bloqué face au diable. Bon, on est déjà 11h30. Bonsoir à tous. Merci. Merci à vous. Merci, Oui, équipe. Annie dort d'ailleurs. Oui, Annie dort. Non, Annie dort pas. Elle est vraiment. Elle était nulle. Elle est à moitié endormie. Bon, alors, merci et on va en faire une autre dans une quinzaine de jours. Sauf s'il y a des surprises entre-temps. Et on va mettre un lien officiel, comme ça ils vont tous là-bas. Je laisse. Et un autre officiel. Bon, au revoir. Merci Au à tous. revoir. Allez, au revoir. Ciao. Ciao.